costume. Alors imposture, il se noie dans la masse de la jungle aveugle des tout-puissants. La loi du plus fort sera la loi du caméléon. Du caméléon. Eh bien, merci de venir nous rejoindre pour une autre de ces capsules dialogiques. Nous allons aller avec professeur Normand Cornette qui nous présente un événement qui va avoir lieu à la cathédrale. Et monsieur Cornette. Bonjour. Merci pour cette invitation, monsieur Drolet, sur les ondes de Radio Infocité. Oui, il y aurait des événements à la cathédrale Christ Church. D'abord, il y aurait l'exposition L'art dans la cathédrale du 29 juin au 10 juillet, inclusivement de 9 h à 17 h. L'entrée est libre et c'est ouvert au grand public. Et je m'empresse de vous donner l'adresse. C'est donc le 653 Sainte-Catherine-Ouest. Et l'art dans la cathédrale, nul autre que Oliver Jones en est le président d'honneur. Il sera présent pour rencontrer les artistes, pour voir les œuvres et rencontrer aussi le grand public. Donc, le 6 juillet à 13 h à la cathédrale Christ Church. Mais vous avez également des concerts. Donc, l'entrée libre, c'est ouvert au grand public. Et le 3 juillet à 16 h, c'est nul autre que Rani Lee qui est avec nous et au piano, Matt Herskowitz, musicien primé. Et on a également le 5 juillet, toujours à la cathédrale Christ Church, toujours à 16 h, la chanteuse Mademoiselle Baladin. Et on a toujours au piano Matt Herskowitz. Et le 6 juillet, encore à 16 h, c'est Mademoiselle Baladin avec Matt Herskowitz. Or, je m'empresse de présenter le propos de cette rencontre dialogique, même si je suis spécialiste en sciences des religions. J'avoue que j'ai une faiblesse pour les espions et particulièrement pour les agents doubles. Or, je propose une rencontre dialogique avec 3 agentes doubles. Pourquoi des agentes doubles? Chacune de nos invités mène une carrière ou a mené une carrière dans une discipline, mais s'exprime dans une autre discipline. Donc, il y a de Lisbonne, du Portugal, l'anthropologue professionnel Noël Lemos, qui a travaillé très longtemps dans le Grand Nord canadien avec les Inuits. Elle est agente double puisqu'elle est une des artistes qui va exposer à l'art dans la cathédrale. Il y a également Hélène Routier, qui est psychologue professionnelle, artiste qui exposera aussi à l'art dans la cathédrale, une autre agente double, et de plus, il y a l'avocate Maître Camille Rousset, qui est nulle autre que la chanteuse, la poète, Mademoiselle Baladin, qui nous vient en direct de Lyon, en France, mais elle sera à Montréal pour ses concerts la semaine prochaine. Or, quel est mon propos dans cette rencontre dialogique? C'est que la condition humaine est pluridimensionnelle. Et quand on est psychologue ou anthropologue ou avocat ou spécialiste en sciences des religions, ce n'est pas la seule chose qu'on fait. Au contraire, notre discipline, notre carrière informe toutes les dimensions de notre vie. De même que ce soit la psychologie, que ce soit l'anthropologie, que ce soit le droit, informent leur expression artistique.
Et c'est d'autant plus à point que à Montréal, au Québec, au Canada, d'ailleurs dans tout l'Occident, y compris au Portugal et en France, depuis plusieurs années, il y a davantage d'aînés qu'il y a de jeunes. Et ces gens ont une espérance de vie beaucoup plus longue, de sorte qu'il n'est pas inhabitué qu'on mène quelques vies, quelques carrières. Et est-ce que c'est la fin, la retraite? Au contraire. Dans le cas de nos invités, la retraite signale la renaissance artistique. Et j'aimerais beaucoup explorer avec nos invités. Et dans le cas de Mademoiselle Baladin, connue comme Maître Camille Rousset, dans le cabinet d'Elsa et Associés, elle vit dans un univers parallèle avec sa poésie, avec sa musique, avec ses enregistrements. Alors, donnons maintenant, dans cette entrevue dialogique, micro ouvert aux 3 invités et peut-être pourrait-on commencer avec la psychologue professionnelle Hélène Routhier, qui est également artiste visuelle. Et moi, je m'efface. Bonjour, merci de cette belle invitation. J'ai bien hâte d'entendre votre question. Alors, justement, dans votre art, comme psychologue, j'ai constaté qu'il y a une force de frappe affective, Hélène Routhier. Parfois, je pourrais penser que je regarde Gestalt, quand on connaît ces représentations, Rorschach, mais à la fois, votre art a certainement un lien avec votre carrière en psychologie, puisque vous avez également un souci prononcé pour l'écologie, pour l'environnement, pour la planète. Et d'ailleurs, vous réalisez vos toiles uniquement quand il fait -0, n'est-ce pas? Et ça, à l'extérieur, en plein air. Vous pourriez nous en parler? Oui, j'ai envie d'attraper un petit bout de ce que vous venez de dire quand vous dites, le souci, hein, le souci pour la planète, le fait que je sois psychologue aussi, que l'écologie m'interpelle. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les gens. J'aime les gens, j'aime l'histoire des humains. Je suis très contente. Peut-être je vais pouvoir échanger quelques mots avec madame qui est anthropologue. L'anthropologie m'a toujours beaucoup intéressée et je pense que l'écologie, c'est au cœur de ça aussi. La planète, elle va continuer, là, peu importe les désastres qu'on y cause, mais l'être humain, comme on le connaît, avec ses modes de vie multiples, là, ça, c'est moins certain. Alors, peut-être qu'il y a un lien, sans que je m'en rende compte, entre ce que je fais, ce qui m'interpelle quand je peins dehors l'hiver, j'adore l'hiver, et on a besoin de l'hiver, absolument, on a besoin qu'il fasse froid, on a besoin de la glace, c'est tellement important pour notre propre climatisation, mais aussi pour les océans, pour la survie de toutes les espèces et la nôtre. Alors, peut-être qu'il y a un lien là du fait que j'aime tellement les gens et que j'aime beaucoup la nature aussi, vraiment beaucoup. Alors, pour moi, comme psychologue, ça m'a permis aussi d'exprimer toutes sortes de choses de façon différente, avec des couleurs et des pinceaux, avec mes mains, donc d'entrer dans un autre type d'expression que d'échanger verbalement avec les gens ou d'écouter. C'est une autre communication, vraiment. Pour moi, donc, ça a créé un équilibre avec ma pratique. Et justement, la dernière fois qu'on était en dialogue devant vos œuvres, je vous ai posé des questions sur votre pratique comme clinicienne à toute fin pratique en psychologie. Et ce défi de bien cerner la problématique, d'y apporter des solutions ou du moins des pistes. Et j'ai l'impression que ce paradigme psychologique, vous l'avez transposé dans votre art vis-à-vis
les changements climatiques, le réchauffement de la planète. Il y a là une analyse commune, quoi. Oui, dans mes tableaux qui ont voulu exprimer toute la question des réchauffements climatiques, de l'usage surtout des énergies fossiles, c'était vraiment de vouloir exprimer un problème. Bon, les clients qui viennent me voir en psychothérapie, ils expriment un problème et on travaille ensemble à résoudre des choses. Alors, comme vous dites, hein, à trouver des pistes, à ce qu'ils soient plus libres, à ce qu'ils soient qu'ils vivent mieux leur vie. Alors, c'est aussi ça, le fait de solutionner des problèmes, de trouver des pistes. Moi, je ne fais que des abstractions. Quand on travaille en abstraction, on ne fait que ça, on résout des problèmes. Il surgit quelque chose et on fait quelque chose, on travaille spontanément avec ce qui se passe et ça demande de voir qu'est-ce qui se passe, surtout quand on travaille dehors, comme je le fais, ça va tellement vite, d'être présent. Il y a la présence aussi, je pense, qui est comme une présence à ce qui se passe, une acceptation de ce qui se passe et d'entrer en relation, comme une danse. Avec ce qui se passe. Ça, je pense que c'est en psychothérapie avec la façon, l'approche que moi j'avais choisie, qui est très anthropologique parce qu'on aborde chaque personne comme une culture propre. On danse aussi, de façon, si vous voulez, métaphorique, mais on danse, on approche l'autre, je laisse l'autre m'approcher et on travaille ensemble à ouvrir des chemins. Eh bien, là, vous venez d'ouvrir tout grand la porte pour l'anthropologue de carrière, Noël Lemos, qui va exposer également à l'art dans la cathédrale. Et le principe opérateur d'une rencontre dialogique est celui-ci. Il n'y a qu'une mauvaise question, celle qu'on ne pose pas. Alors, puisque Hélène Routhier vient d'ouvrir toutes grandes les portes et en faisant référence à l'anthropologie, je m'empresse d'inviter l'anthropologue de carrière, également artiste qui va exposer à l'art dans la cathédrale, Noël Lemos. Oui, merci professeur Cornette de cette invitation. C'est tout un honneur d'avoir été invité à votre exposition. Alors, je voudrais revenir un petit peu à ce que disait mademoiselle Routhier et en disant que si je suis anthropologue, c'est assez amusant parce qu'en fait, je travaillais dans le domaine de l'environnement. J'étais environnementaliste presque plus qu'anthropologue, mais je jouais quand même le rôle d'anthropologue dans ce que je faisais. Et mademoiselle Routhier, vous avez abordé le problème de l'environnement, vous avez exposé quelque chose, vous avez parler de ce que vous faisiez avec une perspective assez vaste. Et moi, après avoir eu une perspective très, très vaste pendant toute ma carrière, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus personnel. Et je crois que mon art relève beaucoup plus d'une démarche personnelle en ce moment. Je m'explique un petit peu. Je vivais à Montréal. J'ai vécu ici près de 55 ans. Et puis, avec mon compagnon, nous avons décidé de retourner au Portugal où nous étions nés. Lui est un vrai Portugais, moi je le suis pas vraiment, j'étais déjà de parents étrangers et j'ai eu vraiment un choc en arrivant parce que le Québec me manquait énormément. J'ai énormément d'amis ici et là-bas nous sommes installés et donc j'ai eu un peu de difficulté, puis avec le virus aussi, ça a été très difficile, on était très isolés et donc je crois que mon travail est vraiment le fruit de tout ce que j'ai vécu ces 4 dernières années, d'une recherche, il faudrait peut-être voir un petit peu les travaux, mais c'est ça, c'est un petit peu ça. Donc, je comprends tellement bien, mademoiselle Routhier, votre préoccupation, ça a été la mienne. J'ai été passionnée, c'était mon bébé quand je travaillais dans l'Arctique. Et là, ça m'a d'ailleurs énormément coûté de quitter l'Arctique. Je n'y vivais pas, hein, je vivais à Montréal, mais j'étais tellement là-bas que je regrettais parfois de ne pas passer l'été à la campagne dans les cantons de l'Est
où je vivais. Alors, c'est un petit peu ça, une démarche un peu différente de la vôtre, mais je suis sûre qu'on se rejoint beaucoup, on est un peu entrelacés, nos intérêts sont assez entrelacés. Parce que je ne quitte pas mes vieilles amours, comme vous voyez, je suis ici, c'est pas pour rien. Voilà. Et vous aimeriez enchaîner, Hélène Routhier? Bien, je vous entends, Noël, et puis je me dis, mais c'est le déracinement. Le déracinement, ça doit être tellement difficile. Très, très, très. C'est très difficile. J'avais un collègue anthropologue qui m'avait dit on ne change pas les personnes après un certain temps de pays parce qu'ils sont trop ancrés. Mais bon, j'ai été libre de choisir. Oui, j'ai été libre de choisir. Et j'ai décidé, parce qu'en fait, j'ai quand même de la famille là-bas, et ça a été une excellente occasion de renouer profondément avec deux sœurs que j'ai là-bas et un frère qui habite à Paris, et de renouer aussi avec le pays, parce que le Portugal est un pays qui a une histoire fascinante, a une géographie, c'est un pays fabuleux. Ils ont été dans le monde entier avant tout le monde. C'est un beau pays, il y a des vins extraordinaires, des mets extraordinaires. On a d'ailleurs la morue, nous sommes les premiers pêcheurs, parmi les premiers pêcheurs avec les Basques à être venus sur les côtes de Terre-Neuve. Donc, de chez moi, on entendait les bateaux qui partaient et mon père disait, tiens, il y a une sirène, c'est un moritier qui part vers Terre-Neuve. Alors, on suivait ça et leur école était en bas de notre rue. Donc, on les voyait, on assistait à la messe annuelle devant la cathédrale avec toutes les fleurs et les femmes qui pleuraient. C'était magnifique. C'était extraordinaire. Vous savez, je vis maintenant une partie de l'année. Moi, je vis en deux endroits maintenant. L'été et l'hiver, je suis maintenant à Gaspé. Alors, vous savez qu'à Forillon, la pêche à la morue, là, c'était... Oui, mais ici, il y a encore toute une histoire qui est là. Mais ici, c'est la morue fraîche. J'ai découvert la morue fraîche, justement, sur le long du fleuve Saint-Laurent. Et c'est fabuleux, c'est complètement différent. C'est un poisson merveilleux. Oui, mais on le salait et on le séchait sur les côtes de la Gaspésie pour acheminer cette ressource vers le vieux continent. Alors, vous voyez comment on a des, des liens. Et le déracinement, c'est ça aussi. Hein? Vous vivez ce déracinement-là, mais il y a plein de gens à cause des changements climatiques qui sont déracinés. Et il va y en avoir encore beaucoup. Absolument. On parle des réfugiés climatiques maintenant. Oui, qui vont devoir laisser leur terre, laisser leurs souvenirs. Alors eux laissent tout. Oui, ils perdent tout, ils laissent tout. Mais le côté affectif est important quand même. Il me semble qu'il y a chez vous deux, Hélène Routhier et Noël Lemos, un autre dénominateur commun. J'ai l'impression que chacune de vous mène une quête de la vie après la retraite, une quête que vous menez par les arts visuels. Oui. Que dites-vous, Hélène Routhier? je dis, moi, je suis complètement vivante, là. Pas... Moi, j'ai de l'énergie, là, puis j'ai toujours hâte à ma journée, et puis, Alors, c'est la vie qui continue avec, je pratique encore, je fais une journée de clinique par semaine, parce que c'est tellement intéressant, et puis je fais ça, je connais ça depuis un bon bout de temps, alors je continue. Mais j'ai beaucoup de temps pour ma carrière artistique maintenant, pour aller plus à fond dans des projets ou dans un travail, mais je ne sais pas s'il y a une quête de la vie, mais en tout cas, il y a de la vie, ça c'est sûr. Il y avait une expression quand j'étais à l'Université de Californie à Berkeley, et là, à ce moment-là, on parlait beaucoup, dès qu'on atteint l'âge de 65 ans, c'est fini, c'est terminé, mettez-vous dans une chaise berçante et vous attendez la fin. Eh bien, la réalité des aînés maintenant est tout autre en Occident, n'est-ce pas? Mais
l'expression, mais rester. Alors, c'était comme un défi qu'on me lançait comme étudiant universitaire. On disait, aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Oui. Et donc, une des raisons que je voulais vous inviter pour cette rencontre dialogique des agentes doubles Ouais. qui mènent deux vies, deux carrières, de front, tout comme l'avocate, maître Camille Rousset, qui est chanteuse, poète, et c'est que j'ai l'impression que votre philosophie de vie, c'est justement cela. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ma vie. Oui. C'est comme un début et non une fin. Et je vous ai caché des choses. C'est parce qu'en dehors de faire un petit peu de collage, je joue du djembé. J'ai commencé à jouer le djembé au Portugal. Et je mets ça en parallèle exactement avec mes collages parce que c'est un de mes grands plaisirs. J'adore ça. J'adore ça. Et ça ne m'étonne pas, Noël Lemosse. Non, j'ai puisque... toujours joué des instruments depuis toute jeune. J'ai changé, j'en ai eu plusieurs. Mais celui-là, et j'ai adoré l'accordéon aussi. Je jouais à Montréal avec un monsieur qui s'appelait Maraza, qui était monsieur merveilleux. Je me souviens plus de la rue où c'était son école, en tout cas. Mais le djembé est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très profond. Vous savez, vous avez des sons très sourds et puis vous avez des rythmes à contrôler et tout ça, ça fait un effet extraordinaire sur l'être humain, absolument extraordinaire. Ça ne m'étonne pas que vous, en tant qu'anthropologue, vous avez une tendance vers le chamanisme. Or, dans plusieurs cultures, justement, c'est la musique qui est un instrument du chaman. Oui. Et de plus, là, vous parlez d'un instrument de la musique africaine. Or, le griot, celui qui contait des histoires, qui était le poète, on parle de la tradition orale africaine, c'est par le griot, c'est par la musique, par de tels instruments. Oui. Eh bien, je crois que le moment est venu de passer à la troisième agente double invitée sur les ondes de Radio Infocité. Vous savez, mon approche dialogique que j'ai créée il y a maintenant 35 ans est foncièrement transdisciplinaire. Qu'est-ce qui arrive à la psychologie quand la psychologue fait de l'art? Qu'est-ce qui arrive à l'artiste qui est anthropologue professionnel? Qu'est-ce qui arrive à l'avocate qui, elle, compose la musique, écrit des poèmes, publie des recueils? Donc, ces interstices, ces enjeux entre les disciplines, vous les incarnez, nos trois invités, et je m'empresse maintenant d'inviter l'avocate, maître Camille Rousset, qu'on connaît sur scène, qui sera ici à Montréal le 5 et le 6 juillet, maître Camille Rousset, donc Mademoiselle Baladin. Bonjour et merci de m'accueillir et quel plaisir de vous écouter Noël et Hélène sur votre parcours que je rejoins à plein d'étages dans le lien à la nature que vous avez évoqué et puis dans ce que moi je vais appeler la résilience par l'art, c'est-à-dire d'aller exprimer et sublimer des moments qu'on pourra considérer comme des épreuves, mais en tout cas des expériences, et les partager pour les rendre universelles. Et c'est en effet ma démarche musicale depuis une dizaine d'années maintenant. Et quand on parle de vivre une vie d'agente double, ce n'est pas cloisonné, ce n'est pas fermé de façon hermétique, votre poésie, votre musique et votre pratique en droit. Alors, je vais être honnête, il m'a fallu du temps pour assumer et je vais même vous faire un aveu, c'est peut-être grâce à nos échanges professeurs et à cette rencontre aussi avec cette magnifique culture canadienne.
j'ai mis du temps parce que j'avais ce sentiment ou d'imposture ou de non-légitimité d'un côté et de l'autre. J'avais peur que ma musique vienne desservir le sérieux de mon travail, parce que j'aborde depuis 25 ans avec beaucoup d'engagement et sérieux mon travail d'avocat, travailliste, spécialisé sur les risques psychosociaux. Et j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux dans le domaine artistique, alors même que je suis accompagnée par vraiment des très grands, notamment Nassim Brahimi, premier prix du Conservatoire de Paris, qui a accepté de faire cette musique autour de ma poésie parce que il a été touché par, je crois, ce que je racontais. Et maintenant, j'aligne le tout. Et quand je suis allée la première fois pour répondre à une interview grâce à vous, professeur, il y a une... en fait, on m'a renvoyé une image de moi, de quelqu'un de très complet. Et il y a ce mot complétude qui est sorti, et non pas de complexité. Et la complexité, c'est dire, mais tu sais pas ce que tu veux, tu es chanteuse. En plus, j'ai monté une fondation d'art-thérapie pour des jeunes, pour les accompagner dans un travail similaire. Et en fait, je comprends aujourd'hui, à l'aube de l'âge de la sagesse, que je tairai, que, en fait, c'est une grande force. Et aujourd'hui, j'assume le fait que ma poésie vient nourrir l'art oratoire. Et j'en suis même à un point où j'assure des formations pour les plus jeunes avocats, les juristes en entreprise, en utilisant des techniques de scène pour aider à la prise de parole, c'est une chose, mais aussi à la gestion du stress, puisqu'aujourd'hui, il y a une très grande anxiété sur le lieu de travail. Et je me rends compte que les techniques d'écriture, de scène et de création viennent donner un souffle pour mieux assumer l'anxiété sur le milieu professionnel. Donc aujourd'hui, ça devient une force pour moi. C'est triple vie, je dirais, plus que double. D'accord, tant mieux. Voilà. Et donc, le fait, et c'est pour cela que j'insiste sur l'aspect transdisciplinaire, au lieu d'être autant d'entraves, ça vient nourrir, enrichir, approfondir, de sorte que la musique, la poésie, l'écriture, ce sont autant d'atouts pour votre vie professionnelle et votre vie artistique, n'est-ce pas? De clés, je dirais. Je ne sais pas ce que veut dire le mot atout. En tout cas, ce sont des clés pour moi-même, d'aller déposer mon anxiété à travers les mots. Voilà. Dans le premier livre que j'ai écrit, Fragile, je raconte mon parcours. Je raconte l'expérience de l'humanitaire que j'ai fait quand j'avais 20 ans, qui a été très difficile. Et j'ai été prise en charge par une artiste qui m'a accompagnée sur un chemin. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, on dirait que c'est de l'art-thérapie parce qu'on poserait des mots, mais qui m'a accompagnée sur le chemin de la compréhension, en fait, d'un trauma et de la transformation d'un trauma. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que ça m'a donné l'envie de créer cette association Art et Enfance, mais surtout, ça m'a ouvert à la sculpture dans un premier temps, puis à l'écriture. Et depuis après l'écriture est venue la mélodie, j'ai envie de dire, et le chant et la musique construite, puis la scène. La scène, c'est l'aboutissement de tout ça. Donc, ce sont des clés parce que quand j'ai déposé tout ça, ça me donne beaucoup de sérénité pour moi-même accueillir l'anxiété qui déborde, comme j'imagine, sans être ni un thérapeute ni un psychologue, mais qui déborde quand mes clients viennent me voir par rapport à des questions de conflit, que ce soit côté employeur d'ailleurs ou salarié en entreprise, puisque c'est principalement ce que je suis amenée à gérer en tant qu'avocat. Hélène Routhier, aimeriez-vous répondre à Maître Camille Rousset, Mademoiselle Baladin, surtout sur l'aspect de l'art-thérapie et ce qu'elle a vécu elle-même dans sa pratique de droit et à quel point les arts a présenté un secours non négligeable? Oui, moi, je vous écoutais et puis j'étais très touchée de vous entendre raconter votre chemin parce que vraiment, je trouve que vous avez eu le courage d'être ce que vous êtes et ce que vous aviez envie d'être. Peut-être que le mot courage ne vous interpelle pas, mais moi, je pense que ça en prend. C'est mon point de vue très personnel. Et je me disais, c'est formidable parce que cette femme-là, elle a...
J'avais l'impression que vous aviez marché sur le chemin de votre épanouissement et que vous étiez devenu quelqu'un de complètement libre et qui construit des choses, qui apporte des choses. Et puis, je suis certaine que toutes ces dimensions, tout ce que vous faites doit être nourri de ce parcours que vous avez fait vous-même pour être épanoui, être libre. Ça me touche beaucoup ce que vous me dites. En tout cas, comment dire, quand je vais accompagner, quand je chante, je m'expose puisque je raconte des anecdotes qui me touchent. Donc souvent on me dit « Oh, mais quand tu montes sur scène, c'est rien, tu as l'habitude de plaider. » Et je dis « Non, mais c'est rien la plaidoirie, on travaille, tout est cadré, bon, on peut être surpris par des questions. Et puis on vient représenter quelqu'un d'autre. Moi, quand je suis sur scène, je suis à cœur ouvert. Mais quel bonheur derrière, ou en simultané, d'avoir ce sentiment de l'humanité ou de l'universalité de l'histoire que je vais raconter, alors qui est sublimée par la musique, et qui vient, ce que je raconte, ça vient toucher en résonance d'autres personnes. Et là, ça devient un partage magnifique. Et oui, ça m'a demandé du courage à certains moments, parfois je doute, et ce sont les enfants que j'accompagne qui me donnent le plus de courage. Paradoxalement, c'est-à-dire les plus fragiles. C'est eux qui viennent me renvoyer une image, je ne sais pas comment dire, tellement juste de la démarche que ça donne sens à tout le reste et que je suis prête à continuer. J'ai une grande gratitude envers les enfants que nous accompagnons à travers Arrêt Enfance, parce que je vais plus souvent chanter pour des enfants d'ailleurs et des adolescents, mais sous forme d'un partage, c'est-à-dire qu'eux-mêmes partagent la scène avec des instruments intuitifs, souvent d'ailleurs qui sont des tambours, des drums, moi je les appelle comme ça, c'est-à-dire c'est des grosses caisses de résonance avec des notes magnifiques et qui sont toujours justes, et les musiciens de jazz derrière qui vont s'accommoder de cette étrange rencontre, et parfois avec des paroles qui sont celles des enfants qui montent sur scène, scène improvisée, hein, puisqu'on est dans des foyers à l'hôpital, donc c'est un joyeux partage. Et puis maintenant, m'appelle la scène plus personnelle, qui est celle d'un public qui vient écouter la musique. Donc, c'est encore une autre démarche pour moi. Et vous, Hélène Routhier, qui est psychologue et artiste, quel est votre rapport vis-à-vis de l'art-thérapie que Maître Rousset, Mademoiselle Baladin, a souligné à quelques reprises? Oui. Je trouve ça extraordinaire d'offrir l'art-thérapie aux gens, mais moi, je n'ai pas fait de formation pour faire ça. Donc, je peux pas dire que c'est quelque chose que je connais beaucoup. Je suis toujours contente quand les impatients me sollicitent pour un tableau pour l'exposition par les mois d'amour, parce que les impatients, c'est pas un groupe, mais c'est une organisation qui fait de l'art-thérapie avec des gens. Donc, c'est quelque chose, je vous dirais, auquel je suis sensible, j'y crois, mais je n'ai pas de pratique de ça. Mais je vous écoutais parler comment vous travaillez avec les enfants en art-thérapie, et avec la musique et avec les musiciens, puis je me disais, mais on travaille de la même façon. Oui, c'est ça. Parce que quand moi je travaille dehors, parce que je suis pas toujours, vous savez, il n'y a pas beaucoup de jours d'hiver pendant lesquels on peut travailler dehors, mais l'hiver est long, mais il n'y a pas beaucoup de jours propices. C'est de travailler avec ce qui est là. C'est exactement ça. Travailler tout de suite avec ce qui est là, le prendre et le suivre, hein? C'est ce que vous faites, c'est ce que les musiciens qui accompagnent les enfants qui font des sons font aussi. Oui, et justement, les artistes qui... Alors, nous, la notion d'art-thérapie, elle est récente, elle a émergé avec la crise sanitaire, pour être honnête. Ah ouais. Avant, on ne disait surtout pas qu'on faisait de l'art-thérapie parce qu'on faisait peur aux médecins. Et on venait on venait partager un média artistique pour faire la joie, que vous incarnez d'ailleurs
très bien quand vous racontez votre propre travail. Et donc, l'idée, c'était un partage sur les arts plastiques. Ça peut être la sculpture, la peinture et pour ma part, le chant. Et les artistes qui sont capables de faire cela, c'est ceux qui sont en mesure de s'accommoder du présent. Parce que rien ne se passe comme on le programmerait dans un cours, j'ai envie de dire, habituel. Moi, quand je vais chanter, il faut être capable de jouer avec les bruits des machines, accepter qu'il y ait des enfants qui soient, je ne sais pas comment dire, indisposés, qu'il y ait des… Voilà, c'est des… Mais on fait abstraction, la musique prend le pas, le chant prend le pas. En général, on se connecte avec un enfant et on est vraiment dans un échange qui est non-verbal. Et ce qui fonctionne très bien avec ces jeunes, c'est qu'on ne leur demande pas de parler, on leur demande de jouer, d'être et de sortir les choses. Voilà, avec de la matière ou des sons. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est que les médecins veulent nous intégrer dans le programme médical et nous demandent des diplômes d'art thérapeute que du coup, les artistes passent actuellement. Et on est intégré dans le processus de soins aujourd'hui. Et j'aimerais poser à ce point-ci une question. Là, on a une bonne idée. Pourquoi Mademoiselle Baladin s'est lancée dans les arts? Ça m'intrigue au plus haut degré. Pourquoi une anthropologue, par exemple, s'est lancée dans les arts? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer, à débuter à ce stage-ci dans la vie, Noëlle Lemos, une pratique artistique? Ce n'est pas récent. En fait, j'avais un frère qui était un artiste, qui est l'artiste de la famille, et une autre sœur qui est l'artiste de la famille. Donc, moi, je n'ai jamais été l'artiste de la famille. Mais je me souviens que quand j'avais 9 ans, ma mère avait organisé des goûters d'enfants dans le quartier, et puis elle avait invité une de ses amies qui était artiste et qui manquait d'argent. Elle dit, bon, venez donner des cours. Et cette dame nous avait envoyé dans le jardin. Elle dit, bon, prenez quelque chose. Et moi, j'avais ramené une feuille. Et elle dit, bon, maintenant, tu vas me la dessiner. Tu vas la dessiner sous 4 formes différentes. La même feuille. Alors, j'en avais fait un clown, j'avais fait, je sais pas. Et je lui ai montré. Elle a dit, mais c'est formidable. Alors, j'ai dit, tiens, je croyais que j'étais absolument nulle. Mais ça a dû me rester parce qu'à quelques reprises, à Montréal, j'ai suivi des cours avec d'autres personnes, soit à Montréal même, soit dans les cantons de l'Est où nous avions une propriété. Et donc, je trouvais des formes d'expression qui me… je m'étonnais moi-même de ce que je faisais. Et en retournant au Portugal il y a 4 ans, ça m'est revenu. J'avais un petit groupe, j'avais une amie de mon père qui était une artiste, une très bonne artiste. Elle était complètement à la retraite et puis on était 5 ou 6. Et puis elle nous réunissait, elle faisait des dessins. Puis moi, ça dessiner à vue, ça ne m'intéressait pas. Donc j'avais amené plein de découpures, de journaux, de revues, des fonds de toutes les couleurs. Et puis je m'amusais avec ça. Et puis bon, c'est sorti comme ça, sans que je m'en rende compte. Je m'éloigne peut-être de votre question. Non, c'est bon. Non, alors, c'est un peu un hasard. C'est pas quelque chose de voulu. Mais c'est un partage quand même. Vous avez rencontré cette femme qui vous a renvoyé une image de vous-même gracieuse. Et c'est ça la clé pour moi. C'est le regard qu'on pose. Et moi, c'est très… Pardon de rebondir, mais ça me parle tellement. Quand vous dites, il y a l'artiste de la famille. Vous voyez, il y en a un. Alors, c'est un titre qu'on va poser pour un enfant. On veut bien un enfant dans une famille artiste, mais pas trop quand même. Eh bien, moi, je dis à tous les enfants, quand même, il faut avoir un vrai métier. Et moi, je dis à tous les enfants, mais on est tous artistes. On est, mais au sens est tous, net, oui, et on ne le devient pas. Et au contraire, on oublie l'art. Et pour moi, c'est ça le vivant. C'est le sacré qu'on a en nous, qui est très primitif. Et moi, j'ai noté un point tout à l'heure quand vous parliez tous les trois, et je vous inclus, professeur, de cet âge de la retraite. Mais pour moi, c'est l'âge de la jeunesse éternelle où on va s'autoriser à aller vers
quoi, ce qu'on a laissé de côté pour être quelqu'un de bien socialement parlant, de rassurant pour des parents, où on a cette espèce de programmation en loyauté, où on va aller travailler les mathématiques, alors le français ou je ne sais pas quoi, ou être ingénieur parce que ça rassure tout le monde. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Et moi, je me souviens d'un enfant que j'avais rencontré à l'hôpital qui était tétraplégique, donc, et qu'on avait... qu'il était partiellement, en tout cas, qu'on avait invité à jouer en l'aidant avec des instruments. Et il y avait ses enfants autour et ce petit garçon qui vient me voir et qui me dit « Mais en fait, toi, tu viens à l'hôpital pour découvrir les talents. » Et j'avais trouvé ça génial, en fait, alors qu'on était, et vous voyez bien, je prends cet exemple volontairement, d'enfants... La notion de talent, enfin, c'est des enfants qui étaient à l'hôpital et qui allaient y rester toute leur vie. Et la notion de talent, elle est liée au vivant pour moi. Et elle est de partout. Et donc, c'est ça la clé pour moi. C'est le regard que quelqu'un va porter sur vous. Et le défi, le défi de la société actuellement, surtout suite à la pandémie, on l'a beaucoup vécu ici à Montréal, au Québec, mais ailleurs, en France aussi. Ces maisons de retraités, ces maisons d'aînés. Mais pourquoi pas aller là et découvrir les talents? Oui, en tout cas, dans chacun d'entre nous. Et j'ai aimé écouter vos exemples, en fait, qui sont où on est des drôles de dames ou des agents doubles. Mais finalement, on est tous des agents doubles. Et j'aimerais rebondir sur l'art d'Hélène Routhier, puisqu'on a une idée de votre démarche, Mademoiselle Baladin. Et Noël Lemos nous a parlé un petit peu des collages. Or, je tiens à vous dire à l'auditoire de Radio Infocité, quelle est ma raison d'être comme commissaire? Mais c'est justement de découvrir les artistes qu'on ne connaît pas, qu'on devrait connaître, que ce soit en jazz et en poésie, comme c'est le cas avec Mademoiselle Baladin, que ce soit dans les collages de Noël Lemos ou dans le cas d'Hélène Routhier. La première fois que j'ai vu son art et qu'elle m'a expliqué qu'elle réalisait ses œuvres en plein air, en hiver et seulement quand il fait -0, je n'en croyais pas mes oreilles. Or, pourriez-vous nous expliquer quelque peu votre démarche, Hélène Routhier? Elle est complètement inusitée. Oui, mais je vais juste faire un petit point. Il faut qu'il fasse plus froid que -0. Ah, bon. C'est pas assez, quoi. Non. -12, -15 Celsius, c'est bon. Wow. Ça, c'est la température dont j'ai besoin. Alors, moi, je ne savais pas non plus que je serais une artiste en art visuel. Moi, quand j'étais adolescente, je voulais être psychologue. J'ai fait psycho. Si j'avais connu la danse plus jeune, peut-être que j'aurais dansé. Mais mon premier contact avec un spectacle de ballet, j'avais 17 ans. Pour moi, c'est clair qu'on ne fait pas une danseuse professionnelle à partir de 17 ans. En tout cas, à l'époque, c'est ça que je pensais. Donc, j'ai fait psycho. Et c'est un peu après la quarantaine qu'en faisant un séminaire de formation de base en thérapie avec l'hypnose, donc d'hypnose thérapeutique, quand on fait ces séminaires-là, chacun on a un peu le sujet de celui qui se forme, le cobaye, si on veut. J'aime mieux dire le sujet. Et dans cette séance d'hypnose, mon collègue m'avait dit, ben laisse-toi juste comme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux? Et il m'est venu que j'avais envie d'être inspirée, que j'avais envie d'une inspiration, la mienne. Et c'est tout de suite après que j'ai commencé à faire des cours d'aquarelle. Et c'est ça qui m'a amenée à peindre dehors. Parce que, le professeur l'artiste qui donnait les cours d'aquarelle,
qui était un excellent artiste, mais avec toute la discipline que ça peut demander de faire de l'aquarelle, il avait vu que j'aimais les accidents, j'aimais expérimenter, j'aimais voir, bon, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce qu'on peut faire, bon. Et ben, il a vu ça dans moi, un peu comme on a vu chez vous des dessins de feuilles extraordinaires. Et il m'a prêté une revue. Et dans cette revue, il y avait un article d'une dame, une psychologue d'ailleurs, ça c'est très drôle, vraiment, qui s'appelait Diana Marsh. Je ne l'ai pas retrouvée. Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas retrouvée. Et l'article s'intitulait Ice Painting. Et moi, ça m'a complètement interpellée. J'ai toujours aimé l'hiver, j'ai toujours aimé la neige. Et j'ai commencé là comme ça, dans mon jardin. Je suis allée chercher le papier arche dont j'avais besoin, de l'encre, et j'ai commencé comme ça. À chercher, à travailler, à pouvoir trouver une manière de faire des œuvres qui durent, qui se conservent et qui expriment des choses, des grands formats. Alors, c'est comme ça que ça m'est venu, par curiosité, parce que déjà, dès mes premiers pas en art visuel, j'aimais tout ce qui est on expérimente, on essaie, on fait des choses. Mais ça, dehors, l'hiver, c'est une vraie fascination, là. C'est très agréable. Et je crois qu'il y a là un dénominateur commun avec nos trois invités. Vous mentionnez, Hélène Routhier, des accidents. Il y a une expression, l'aléatoire, oui, de valoriser l'aléatoire. Or, quel est le principe opérateur du jazz? C'est justement l'aléatoire, l'improvisation, l'intuition. Et à quel moment est-ce que les collages sont devenus une forme d'art contemporain à plein titre? Eh bien, c'était lors du mouvement Dada. Eh bien, entre autres, l'artiste Man Ray. Ces collages, et c'était pendant la Première Guerre mondiale et les années qui ont suivi immédiatement, on a valorisé l'aléatoire. Donc, on a déchiqueté les images, on les a recomposées, et tout ça parce que le monde s'est éclaté, s'est déchiré. L'humanité, la culture, la civilisation, qui était en principe l'apogée de l'histoire humaine, s'est entretuée. Alors, l'aléatoire, on l'a vécu et on l'a traduit en art visuel, entre autres dans les collages. Et c'est la raison que je mentionne cette forme d'art qui a quand même une tradition importante dans l'art contemporain. Et c'est beaucoup de se rendre compte, évidemment, au fond, il y a ces questions, et ça je le dis comme spécialiste en sciences des religions, existe-t-il un destin, la prédestination? Est-ce qu'un accident? Est-ce vraiment un accident? Et surtout, comment trouver un sens? Les êtres humains sont toujours en quête de sens. Quand il y a un accident tragique qui coûte la vie à un bien-aimé, on cherche un sens dans cet accident. Il faut trouver un sens dans l'accident, dans l'accidentel, dans l'aléatoire, dans la tragédie même. C'est l'histoire de la littérature, de la poésie, des arts visuels, de la musique. Nous sommes en quête de sens et on se sert des arts pour trouver ce sens à la condition humaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, nos invités. Oui, ce serait bien gris s'il n'y avait pas d'art. Hein? Oui, alors je croyais que vous alliez dire ce serait bien gris s'il n'y avait pas d'accident. Moi, personnellement, je voudrais bien avoir de l'inspiration sans passer par la case de l'épreuve, comme le dernier livre que je viens d'écrire qui s'appelle Création. Et donc, Créa, c'est mes initiales. EA, c'est les initiales d'une amie, Emmanuela Bernotte. Et Sillon, c'est des sillons. Et non pas que je veux raconter ça, mais c'est pour vous dire que
j'arrêtais pas de voir ces initiales de partout, partout, partout. Et je me dis, ah, Emmanuelle Abernotte, et ça veut dire aussi épreuve d'artiste, il faut que je l'appelle. Et je l'appelle. Et en fait, c'est une amie à qui j'avais promis qu'on ferait un jour un livre ensemble, puisqu'elle est graveur et moi, j'écris de la poésie. Et au moment où je la retrouve, elle déclare une grave maladie. Et je lui dis, mais c'est pas grave, on fait notre livre, je t'écris tous les jours, 88 jours, 88 c'est symbolique, c'est l'éternité. Et donc on a fait ce travail ensemble qui fait un livre magnifique, mais qui malheureusement, en tout cas s'il y a eu un miracle, il n'a pas été dans la guérison, il a été sur un autre plan. Et c'est vrai qu'en tout cas pour moi, il y a une démarche qui est quasi spirituelle quand je travaille. Et quand je vous entends parler de l'hiver où vous êtes, pour moi, j'imagine quelque chose de complètement j'arrive pas à dire ce mot, immobilité. Pour moi, c'est quelque chose de complètement sacré qui se met en place. Alors, est-ce que c'est les émotions? Est-ce que c'est l'âme? Sur quel plan on peut travailler? En tout cas, c'est quelque chose qui est à cœur ouvert. Et quand et moi, quand je travaille, je suis à cœur ouvert. Je me laisse traverser par des mots. J'écris. Parfois, je viens de lire mon livre, je suis étonnée de ces accidents renouvelés quotidiens de l'écriture. Et pour moi, c'est aussi ça, l'art, c'est se laisser traverser par ces émotions. Ce qu'on ne fait pas trop quand même dans nos vies, en tout cas occidentales, tout est bien normé, la fragilité n'a pas sa place. On est dans quelque chose de propre dans le contenu et dans le contenant. Et donc, pour moi, l'art, c'est ça, c'est laisser déborder les mots et comme vous, les couleurs de ce que je vois et le mouvement. La notion de danse est très présente, en tout cas, dans ce que j'ai observé. Alors, peut-être on va boucler la boucle parce qu'il y a un autre leitmotiv dans cette entrevue dialogique. On parle d'émotions, de sentiments, enfin... Là, il y a toute la dimension affective et je crois que c'est quelque chose qui est un dénominateur commun. Si on est anthropologue, si on est psychologue, si on est avocate, comment gérer la vie affective qui va de pair avec la vie professionnelle? Et au tout début, et c'est la raison qu'on va boucler la boucle sur cette question, vous disiez, mademoiselle Baladin, que pour vous, le recours aux arts, le jazz, la musique, la poésie, c'était pour gérer le stress et l'anxiété dans une carrière très, très exigeante. Alors, j'invite chacune de nos invités, on va commencer avec Hélène Routhier, et en guise de conclusion. Alors, si je comprends bien votre question, vous aimeriez savoir comment j'arrive à mettre ensemble ma propre vie affective avec ma carrière de psychologue. Et quel est le rôle de votre pratique artistique dans cela? Oui. Moi, ça m'arrive de dire c'est beaucoup plus difficile d'être une artiste que d'être psychologue. Parce que être artiste en art visuel, en tout cas, probablement en écriture et tout ça, on est seul avec soi-même. On est vraiment, moi, je trouve que je suis seule avec moi-même et je suis confrontée à moi-même et je dois m'accompagner moi dans ce processus difficile qui est de créer. Des journées, il n'y a rien de bon qui sort. Il y a des journées, ça va bien. Il y a des journées, toutes sortes de journées. Alors, je m'accompagne moi-même dans ça. Et de comprendre la difficulté émotive de cet accompagnement-là et de la création, je suis convaincue que ça m'aide encore plus à comprendre comment des personnes peuvent avoir de la difficulté dans leur travail. Par exemple, les gens qui me consultent, de la difficulté dans leur travail, à ne pas aller aussi loin qu'ils voudraient, ou à ne se trouver pas aussi bon, ou à vivre le processus des choses, à travailler dans le temps, à s'accompagner eux-mêmes. Je pense que ça, moi, je suis certaine que ça m'aide, ça me donne une compréhension plus intime de ce que les personnes peuvent vivre
dans leurs difficultés, par exemple, au travail. J'ai aussi parfois des artistes, ça c'est très agréable. J'ai aussi des psychologues qui me consultent parfois. Donc, les accompagner dans leur propre processus, oui, ça m'a nourri. Maintenant, comment moi, avec ma vie personnelle, j'arrive à faire tout ça? Bien, je pense que c'est juste de se rappeler que je suis juste une personne, moi aussi, là. Ça m'arrive de dire à des clients, ben, vous savez, j'ai une vraie vie, moi aussi, là. Je suis une vraie personne, là, puis là, ce que vous me dites là, je le comprends, là. Je comprends comme psychologue, je le comprends comme une personne. On est tous des personnes, dans le fond, ordinaires, là. Donc, c'est toute cette humanité qu'on partage tous. Mais oui. N'est-ce pas, Hélène Routhier, de pratiquer l'art est un moyen de cheminer avec soi-même, de communier avec soi-même, de dialoguer avec soi-même? Absolument. Je suis certaine de ça. Je pense que ça m'enrichit beaucoup. Et probablement qu'étant enrichi par ça, j'ai des dimensions qui sont transférées, qui sont utilisées, qui sont là avec toute l'humilité requise pour mon travail de psychologue. Et c'est aussi la question que je me posais avec Mademoiselle Baladin. Et je me disais, mais toute cette dimension artistique, ça doit se sentir d'une certaine manière dans son travail d'avocate. C'est quasiment pas possible que ça se sente pas. Vous parliez de tout ce qui est bien normé. Moi, j'ai toujours été un peu dissidente, alors... mais vous deviez... Je ne sais pas si vous êtes aussi normée que ça. Je ne suis pas certaine de ça. Ouais, je vais répondre. J'ai la chance de travailler dans un cabinet de droit des affaires très conservateur, mais qui accueille mon côté très créatif. Et je pense que cette patience, on va dire ça comme ça... je reste persuadée aussi que c'est parce que ça fait du bien à tout le monde. Et pas seulement à moi. Ça fait du bien en interne. Après, vis-à-vis de nos clients, je reste quand même très discrète, hein, parce que ça donne une idée un peu fantaisiste qui peut desservir quand même quand on travaille sur des opérations de rapprochement, de fusion-acquisition, d'audit, puisqu'on est quand même en droit des affaires. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de partager ça avec des salariés qui viennent, eux, en fragilité, parce que je peux faire... comment dire, cette part d'humanité et de fragilité quelque part, ça les rassure en disant, vous savez, on peut aller bien, retourner et être dans le monde, dans l'entreprise et ouvrir un autre espace à côté. Donc quelque part, j'ai envie de dire que l'exemple que je donne peut être quelque chose d'inspirant. Mais dans le monde du droit des affaires pur, je reste quand même un peu discrète encore. Peut-être que ça viendra, mais bon, pour l'instant, c'est ce que je vous dis, j'y vais à tout petit pas. Voilà. Et Noël Lemos, avez-vous l'impression, quand vous créez les collages, quand vous réalisez vos œuvres d'art, de cheminer avec vous-même, de communier avec soi-même, de dialoguer avec Noël Lemos? Ah, certainement. Il est exact, je faisais déjà pas seulement du collage, mais j'ai exercé d'autres formes d'art quand je travaillais dans l'Arctique, et c'était comme un complément, un besoin c'était très, très, très prenant. C'était un travail extrêmement exigeant avec des longues heures de vol pour arriver à destination. Souvent, on arrivait à 2 heures du matin pour avoir une réunion avec le conseil et tout ça. Donc, il me fallait, quand je rentrais, me retrouver et j'avais trouvé ce moyen-là. Mais contrairement à mes 2 collègues qui sont là, en ce moment, je suis plutôt dans une démarche très, très personnelle parce que je ne travaille plus. Donc, en plus, j'ai été très isolée, d'abord du Québec et en plus avec le Covid, on était beaucoup à la campagne. Donc, c'est vraiment une question de m'enrichir et donc ce qui est très intéressant c'est d'observer moi-même. Je me retrouve parfois
je me dis pourquoi j'ai ce besoin de découper, puis je prends quelque chose d'extrêmement difficile à découper, puis là, j'ai pas mes lunettes, j'ai une paire de ciseaux qui est une paire de ciseaux de couture. Et je dis, mais je peux pas aller les chercher, il faut que je coupe absolument. Et puis là, je vais plus lentement. Puis dans mes collages, vous allez voir des choses extrêmement fines, on les toucherait, ce serait pas collé, ça disparaîtrait tout de suite. Et je me dis, pourquoi je fais ça? Et donc, ça m'intéresse énormément de voir, de m'observer. En fait, on s'observe. J'en suis là, je peux pas aller plus loin, mais c'est… Ben, d'abord, c'est rassurant de savoir qu'on peut encore faire quelque chose, effectivement, qui est de l'intérêt pour les autres. C'est un côté très agréable, effectivement, de voir que ça plaît et c'est rassurant. C'est rassurant dans cette période de ma vie, effectivement. Oui. Oui. Et Mademoiselle Baladin, un dernier mot à ce sujet? Alors moi, j'entends tout ce que vous dites et je pense qu'en effet, il y a ce plaisir pour soi où on ne va pas travailler pour les autres, on est dans l'immédiateté, l'urgence, pour moi, de l'écriture, du chant, voilà, où ça va sortir, alors j'enregistre pour ne pas perdre. Et puis après, il y a ce grand bonheur de l'expérience de l'humanité où on se rend compte, alors qu'on faisait les choses pour soi de manière immédiate, dans une émotion qui va être la joie, le chagrin, parfois, plus souvent, parfois d'ailleurs, plus souvent, en tout cas pour moi, mes chansons sont souvent un peu tristes. Maintenant, je vais un peu plus vers la joie, donc je me dis ça a du sens, c'est bien. Et de dire, là, j'ai écrit donc ce livre Fragile pendant le confinement et qu'un adolescent avait pris à l'association et il m'envoie ce petit mot et il dit… Si un jour vous ne savez pas pourquoi vous avez fait ce livre, dites-vous qu'au moins vous l'aurez fait pour moi. Ça me donne tellement de courage et d'espoir. Et là, je me dis, bah voilà, super. Voilà. Tout est là, quoi. Au départ, on ne fait pas les choses pour les autres et les autres viennent à vous pour vous remercier et là, c'est merveilleux. Alors, je me permets, comme spécialiste en sciences des religions, de résumer cette entrevue dialogique suite aux 3 voix, la psychologue artiste Hélène Routhier, l'anthropologue artiste Noël Lemos, l'avocate chanteuse poète Mademoiselle Baladin. Peut-être serait-il juste de dire que pour vous, les arts constituent un supplément d'âme. Et j'aimerais dire aussi, suite aux propos sur les enfants et les arts arts et enfance fondés par Mademoiselle Baladin, j'ai toujours enseigné au niveau universitaire, soit premier cycle ou bien deuxième cycle pour maîtrise, doctorat et doctorante. Mais je dis dans les facultés de sciences de l'éducation, la clé de mon approche dialogique de l'enseignement, qui est toujours avec les adultes, est celui-ci. Moi, j'enseigne l'enfant dans l'adulte, parce que jusqu'à notre dernier souffle, au tréfonds de soi-même, on se perçoit comme un enfant. Or, pour l'enfant, tout est possible. Alors, c'est très joli. Et merci à Jean-Marc Drolet, à la régie, merci à Radio Infocité. C'est donc des rendez-vous à ne pas manquer à la cathédrale Christ Church, située 653 Sainte-Catherine-Ouest. L'exposition L'art dans la cathédrale du 29 juin au 10 juillet de 9h à 17h. L'entrée est libre. On y invite le grand public. Le 3 juillet à 16h, Brani Lee, une des grandes chanteuses jazz du Canada, au piano, Matt Herskowitz. L'entrée est libre, c'est ouvert au grand public comme toutes ces activités. Et vous aurez l'occasion de découvrir
Mademoiselle Baladin en concert le 5 juillet à 16h à la cathédrale Christchurch et de nouveau Mademoiselle Baladin le 6 juillet à 16h, toujours au piano, le pianiste primé Matt Herskowitz. Alors, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous rencontrer. Le 5 et 6 en jazz. Oui. En jazz. Merci, professeur. En danse et en musique. C'est à l'heure du goûter que tu as pointé ton nez. Tes grands yeux verts émeraude n'ont cessé de me regarder. N'aie pas peur si dehors la tempête se déchaîne. C'est le premier jour de l'été et l'orage fête ton arrivée. Ingénue, belle et frêle, tu portes en toi l'histoire du monde. Tes yeux brillent depuis des millénaires, les anges volent autour de toi. N'aie pas peur si dehors la tempête se déchaîne. C'est le premier jour de l'été et l'orage fête ton arrivée. Tu entends au loin le monde et tu oublieras bientôt le grand savoir de l'histoire pour inspirer ton oncle Loussinet. N'aie pas peur si dehors la tempête se déchaîne. C'est le premier jour de l'été et l'orage fête ton arrivée. Pour inspirer ton nom ciné. N'aie pas peur si dehors la tempête se déchaîne. C'est le premier jour de l'été et l'orage fête ton arrivée. N'aie pas peur si dehors la tempête se déchaîne. C'est le premier jour de l'été et l'orage fête ton arrivée. Loussinet.